Alors, on poursuit notre émission. Simon la Banque nationale qui se rejoint à nous avec François Tétu de Desjardins pour répondre à vos questions. La première concerne Apple qui nous est venu d'Yves de Québec. Disons qu'ils nous ont donné un petit coup cette semaine avec les résultats financiers puis les prévisions qui étaient, moi, je trouvais plus ou moins bonnes. Je pense que le marché a pensé la même chose parce que le titre a baissé. Qu'est-ce qu'il faut penser d'Apple? Bien, ce qui fait mal à Apple, c'est que les marges, c'est plus comme c'était il y a environ un an. C'est ça qui a vraiment fait mal. Pourtant, le nombre d'unités d'iPad, d'iPhone est en hausse. Ce qui va vraiment donner un second souffle au titre là, pour qu'il passe à un taux de 650-700 $ à ces prix-là, c'est une nouvelle gamme de produits. Donc, exemple, où il y aurait un deal avec China Mobile, c'est le quatrième plus gros vendeur en Chine, ça serait bon. Il y a l'Inde. Puis un autre produit, moi je serais pas surpris, ce serait le iTV. Le Apple TV, le produit, c'est un des produits qui a le plus gros taux de satisfaction. Puis il y a 2 trimestres, Tim Cook disait que quand il regardait la télévision, il avait l'impression de reculer de 20 ans en arrière. D'après moi, on divulgue rien, mais d'après moi, ça serait un produit qui serait vraiment intéressant. L'iPad, ça apporte 20 % de chiffre d'affaires. En iTV, ça aurait peut-être cherché le même degré là, de... Mais quand Tim Cook nous dit que l'année qui va se terminer sera la plus faible croissance de vente du temps des fêtes depuis 5 ans, ça aussi, ça donne un coup, là. Oui, ça, on l'a vu. Parce qu'à ce moment, on a juste du rehaussement de produits, mais il n'y a rien de nouveau sur le marché. Donc, tant que ça n'arrive pas, ça va être difficile de tourner le monde qui sont négatifs sur le titre de devenir soudainement positif. Pourtant, les analystes ont été positifs. Il y en a plusieurs qui ont haussé leurs recommandations et le prix. Oui, puis je dirais que, bon, par contre, c'est que, comme je disais dans Crédit Suisse, bon, slightly positive. Je suis d'accord avec Simon, dans le sens que, bon, ce qui a fait que Apple est rendu où ce qu'il est aujourd'hui, c'est l'innovation. Et là, on a amélioré des innovations ou des inventions. Alors là, on est rendu à des générations de produits 1, 2, 3, 4, 5. Oui, de bons produits, une bonne pénétration de marché, mais pour l'amener à une étape suivante, faudra arriver avec une nouvelle gamme. Moi, je crois quand même Apple TV, je pense qu'on peut passer là, quand même à une autre étape au niveau là, de l'expérience télévisuelle. Mais ça va prendre là, une nouvelle innovation et une grosse pénétration de marché. Qu'est-ce qu'il faut penser de Carl Icahn qui lundi disait, ben là, c'est peut-être le temps qu'ils commencent à monter leur taux de dividende, là, puis là, tout le monde s'est dit, voyons, ils vont se remettre à emprunter encore pour payer un dividende plus cher qu'ils payent déjà là. Ils sont au-dessus de 3 piastres de l'action, là. Tant que le titre est en bas de 600 $, le ratio fonctionne. J'ai regardé le calcul d'emprunter pour acheter. Sauf que s'ils rachètent de la liquidité, ça va déclencher aussi des factures d'impôt. Oui. Donc, je pense pas qu'ils vont aller de l'avant. Puis Tim Cook en a parlé un peu, qu'ils vont remettre à l'année prochaine, justement, je pense, des plans plus importants. Déjà, ils ont été agressifs. La première nouvelle là, de rachat d'actions en circulation, il y a peut-être 6 mois qui a été annoncée. Bref, moi personnellement, nous, on est détenteurs là, pour mes clients là, de Apple. Je pense qu'on a un certain plancher là, dans les prix qu'on est actuellement, ou peut-être plus ou moins 50 $. Mais pour vraiment amener un autre pas, un autre produit, ce serait l'iWatch aussi. On sait que c'est en pourparlers. Samsung en a lancé une. Ils sont en retard par rapport à Samsung. Oui, mais le produit n'est pas convaincant de Samsung. Non, donc, moi, ça ne me convaincrait pas non plus. De toute façon, les courriels, c'est une montre. On est rendu un petit peu trop loin pour moi, là. Prochaine question. On a vu le titre temporairement. C'est celui de Dollarama qui a explosé depuis le mois d'avril. Nous avons un auditeur, Jean-Sébastien, qui aimerait savoir si Dollarama pourrait aller plus loin au cours des prochaines semaines. Je dirais peut-être plus les prochains mois. Son plan d'expansion est-il terminé? Je l'ai acquis à environ 70 $ au cours du mois de juin. Une petite chance, il était déjà dans une remontée à ce moment-là. Rendu à 89, fait pas mal d'argent. J'aurais aimé ça savoir combien il en a eu, puis combien ça fait de pourcentage de son portefeuille. Bien, c'est sûr que, bon, ça dépend toujours si monsieur a 1000 actions dans son portefeuille ou il a 100 actions. Si, par exemple, monsieur détient 1000 actions de Dollarama dans son portefeuille, je dirais, bien, écoutez, peut-être qu'en quelque part, ça serait peut-être pas mauvais de prendre un petit peu de profit, mais d'en garder, parce que Dollarama a quand même un plan d'expansion au cours des prochaines années, 2014, 2015, 2016, donc ça pourrait amener là, encore des bénéfices additionnels. Ceci étant dit, c'est que je vous dirais que, bon, au niveau du cours de l'action par rapport aux données actuelles, c'est que le titre est bien évalué. Donc, un peu comme on parlait d'Apple tout à l'heure, il faudra quand même qu'ils mettent en place leur stratégie, leur plan d'expansion pour pouvoir aller à une étape suivante. Donc, selon le nombre d'actions que monsieur détient dans son portefeuille,
il y aurait peut-être lieu de prendre quelques profits et d'en garder, là. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas toutes les données au niveau là, de son compte. Bon, et M. Rossi, je pense que le fait d'avoir perdu son CFO au cours de l'année, ça ne change rien dans l'optique, même si le CFO y était pour beaucoup, là, dans la progression. M. Rossi est capable de gérer ça aussi de main de maître. C'est lui qui l'a parti, puis c'est lui qui l'a vendu, puis qui en a racheté. Alors, on voit qu'il est capable de jouer comme il faut avec ses magasins et de l'expansion. Mais le plan d'expansion, nous aussi, on l'a accumulé en début d'année. On est vraiment contents. Mais comme François a dit, ça reflète un peu le marché. Le titre, il est cher, mais souvent, des bonnes compagnies sont chères puis ils restent chers. Donc, peut-être, comme François dit, c'est peut-être le temps de prendre un peu de profit. Nous, on a acheté pour les clients, on le garde encore. Mais ils ont sauté par-dessus les États-Unis. L'expansion va venir de l'Amérique latine. Ça se peut qu'il y ait des accrochages. C'est vraiment une nouvelle aventure pour eux. Mais c'est vraiment une belle compagnie. Monsieur Rossi qui est encore actionnaire. Oui. C'est intéressant à voir. On va peut-être voir des Buy dollars. high, sell higher. Oui, on va peut-être voir des dollars à bas, pas de Takala, si jamais. Prochaine, François Thilierge qui nous a écrit sur notre Facebook. François, je voulais juste vous dire, dans votre question, on va y répondre, mais on va tenter de faire quelque chose parce qu'il y a un titre qui ne fonctionne pas. Alors, comme j'étais dans le secteur bancaire, on a supposé que c'était Banco Santander, S-A-N, parce que vous nous avez écrit SNT, mais ça n'existe pas nulle part. On n'a pas trouvé personne des trois. Alors, on va y aller tout de suite avec NBG, qui est la National Bank of Greece, et non pas la Banque nationale du Canada. La Grèce, il parle d'être agressif dans son portefeuille. C'est aperçu que jouer avec une banque grecque, c'est assez agressif, merci. Mais en fait, c'est de la pêche en eau profonde. Oui. Très profonde, parce que, bon, on a quand même... Et le titre a quand même eu une progression. Si on allait sur une petite progression là, dans les dernières... Bon, regardez, là, on est quand même passé là, Ça, c'est 2 semaines. Mais si je la regarde plus loin, on l'a regardé sur un an, c'est pas fort. Non, effectivement. Disons que... Il n'y a pas froid aux yeux, notre ami François. Bien, effectivement. Là. Mais, par contre, c'est que ce que j'ai aimé de sa question, c'est que ça représente 5 de son portefeuille. Donc, en quelque part, c'est qu'il a conscience d'une allocation d'actifs. Il dit, bien, je ne risque pas toute ma maison là-dessus à investir dans National Bank of Greece. Moi, personnellement, j'aime pas ce titre-là pour 2 raisons. Un, il se transige à 3 fois sa valeur au livre. Okay? Citigroup est à 0,7 fois, Banque Royale 2,5 fois, JP Morgan 1,2 fois. C'est vraiment cher. Puis j'ai des clients qui m'ont parlé de la même chose. Ils veulent acheter ce titre-là pour faire un jeu sur le marché de la Grèce. Mais c'est 50 de leur chiffre d'affaires qui vient de la Grèce, mais 100 de leur profit, c'est la Turquie. Dans le fond, quelqu'un qui achète ce titre-là, il joue le marché de la Turquie. Donc, puis il y a beaucoup de bons investisseurs comme David Einhorn qui ont pris des positions récemment. Il faut faire attention. C'est comme aux États-Unis, Freddie Mac, Fannie Mae ont été des hedge funds, ils ont investi, mais ils achetaient l'action privilégiée, ils n'achetaient pas l'action ordinaire. Okay. Donc, l'angle que les investisseurs prennent, quand on voit dans les journaux qu'il y a comme des prises de position, il faut voir c'est quoi l'origine. Donc, si je suis votre raisonnement, Simon, Banco Santander serait peut-être de meilleure qualité parce que c'est une fois la valeur. Oui. Hein, c'est exactement la valeur au livre à laquelle est étranger. Le seul risque de Santander, c'est est-ce qu'ils vont prendre d'autres réserves additionnelles, est-ce qu'ils vont amener de plus grosses pertes? C'est pour ça que c'est pas cher. Mais tant qu'à choisir entre les deux, c'est sûr j'ai un biais favorable envers Santander. Bon, alors, vous avez peut-être des décisions à prendre, François. Hein? Prochaine question. Dans le cadre de la guerre que mène Alcoa, Rio Tinto est plus en fonction que l'acier que l'aluminium. Je crois que c'est entre 70 et 80 corrélé avec l'acier. Rio Tinto Alcan, c'est une portion de leur business. Le reste, c'est toutes sortes de choses, charbon, zinc, diamant, cuivre, titan, effectivement. Mais il y a... Il ne faut quand même pas oublier que Rio Tinto Alcan, hier, quand on en parlait de Rio Tinto et Rio Tinto Alcan, surtout, c'était comparable à Alcoa, parce que c'est à peu près le même chiffre d'affaires au niveau mondial. Je crois qu'il faut être plus haussier sur l'acier que l'aluminium pour Rio Tinto. Je ne me trompe pas, il faudrait peut-être aviser les auditeurs. Vous ne vous trompez pas, moi, je suis en accord avec ça. Je ne sais pas ce que Simon en pense. Dans le 2/3 des ventes de Rio Tinto, c'est le minerai de fer qui est un dérivé pour l'acier. Donc, si vous êtes optimiste sur l'acier,
Rio Tinto, c'est une bonne manière de jouer sur ce marché-là, comme Freeport-McMoRan aussi. Ah ben encore, oui, effectivement, parce que je regarde le titre de Rio Tinto, j'aurais pu faire le comparable avec Alcoa. Vous auriez vu deux graphiques qui sont complètement différents. D'ailleurs, tiens, je vais le faire le comparable devant vous. Rio Tinto, Alcan et Alcoa aux États-Unis. Alors, si je le mets entre les deux, alors vous voyez, la différence est notable. Rio Tinto, au cours des 5 dernières années, a réussi à nous donner un 36 de retour. Alcan, à Alcoa, 22,4 de perte. Alors, la différence est énorme. Alors, il y a quand même 58 de différence entre les deux. On comprendra que... puis, ils subissent les mêmes pressions, Rio Tinto, Alcan, que Alcoa, dans le fond, ici au Québec, ou partout à travers le monde. Le prix de l'aluminium a chuté. Oui, il est à 1850 à peu près. Exactement. On est déjà monté près de 3 000 la tonne. Et là, il y a un troisième joueur. On parle beaucoup de Rusal, qui est aussi dans l'aluminium, mais il faut quand même pas oublier les Chinois qui sont maintenant autosuffisants. Oui. Ça joue énormément aussi sur le marché de l'aluminium parce qu'ils n'importent plus. Là. Non, c'est ça, parce que là, on pense qu'il va y avoir des baisses dans les importations. Puis, comme vous venez de mentionner, les Chinois sont capables de produire leurs propres besoins d'inventaire. Donc, d'après moi, le minerai de fer est plus attrayant si on croit à une reprise des métaux de base que l'aluminium. Bon. Prochaine question qui vient de Claude Laferrière d'Elmer, chez nous. Peut-être François qui va nous répondre à ça, parce que moi, les AGF, je ne les ai pas regardés. Devrait-on vendre nos fonds de métaux précieux comme le AGF 334? Bien, en fait, il faut comprendre que, puis je crois qu'à l'émission qu'on l'a répété à quelques reprises, c'est que le cycle des ressources naturelles, des commodités, quand même, a chuté dramatiquement là, et les prix ont périclité là, dans les derniers 18 mois. Ce fonds-là est composé principalement de titres orifères à plus de 50 Donc, on parle de compagnies, par exemple, comme Goldcorp, qui est un majeur, mais il y en a d'autres aussi là, qui Eldorado Gold, etc. Donc, tous ces titres-là, si on regarde l'ensemble du secteur, beaucoup de titres ont perdu plus de 50 de leur valeur au cours là, des 12 derniers mois. Alors, dépendamment comment monsieur en a dans son portefeuille aussi, je ne sais pas si c'est une grosse portion de son portefeuille, on a vu ce fonds-là dans les 2 dernières années, puis je ne sais pas à quel moment il a acheté ce fonds-là, mais c'est sûr que, bon, si il a investi en regardant dans le rétroviseur, le fonds en 2010 a fait plus 60 Par contre, il a tombé de 27 en 2011. En 2012, moins 13 Puis on est en situation encore de perte importante en 2013. Il faut se poser la question, est-ce qu'on est dans un bas actuellement? Est-ce qu'il y a une chance de rebond? La problématique, c'est que, selon moi, il y a d'autres secteurs qui sont plus attrayants. Il faudra peut-être que si monsieur, ça dépend de la somme qu'il a investie dans ce fonds-là. Moi, je considère qu'on est dans le bas, mais il faudra qu'il soit très, très, très patient avant d'avoir un rebond là, du fonds en question. Et d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de sites qui sont dans leur bas. Là. Bien, c'est ça. Puis, mais c'est les coûts de production là, aussi là, qui font face, là, ces entreprises-là. Je regarde les résultats financiers ce matin de Barrick Gold, ABX. On va vous montrer le graphique. Tu sais qu'il perd 1,18 aujourd'hui à 20,36. Alors qu'on pense à vendre certains actifs, parce que là, il faut conserver le cash qu'on a dans nos coffres. On est en train d'en brûler. Alors, avec un prix d'or qui n'arrête pas de baisser, comme aujourd'hui d'ailleurs, on se retrouve avec des orifères qui sont affaiblis. Je pense que la solution est là. Bien, merci beaucoup, François. Merci. Simon Plantex. Merci beaucoup. Et demain, résumé de la semaine. Au revoir.